RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. On commémore aujourd'hui le bicentenaire de la disparition de l'empereur Napoléon et on en parle avec votre invité ce matin qui est un spécialiste de la question. Oui, Divi Bartra, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, on vous reçoit régulièrement pour parler économie, fiscalité, immobilier. Et aujourd'hui, effectivement, on vous reçoit pour parler de Napoléon parce que vous êtes un passionné de la vie et de l'œuvre de Napoléon. C'est ça, un passionné, pas un spécialiste, ce qui fait une réelle différence. Mais sans doute un spécialiste par rapport à beaucoup d'entre nous. Nous sommes effectivement en 2021 dans l'année Napoléon et aujourd'hui, le 5 mai, marque le 200e anniversaire de sa mort en exil à Sainte-Hélène. C'est donc un jour un peu particulier. Peut-être on va commencer tout de suite par cette question. On sait qu'il y a beaucoup de discussions autour de cette célébration, de cette commémoration. Faut-il ou non commémorer ou célébrer Napoléon ? Alors, de mon point de vue, il faut célébrer Napoléon. C'est un personnage historique majeur, probablement le plus important personnage historique de l'histoire de France. C'est quelqu'un évidemment qui est connu pour son efficacité, son autorité, ses qualités militaires, son leadership, sa capacité d'organisation et qui a laissé de très nombreuses traces dans la société française et un héritage très riche que nous avons encore aujourd'hui et dont on profite très largement. On va parler justement de cet héritage. On lui reproche aussi d'avoir été un tyran, d'avoir établi l'esclavage, d'avoir aussi des zones d'ombre. Alors, il a en effet quelques zones d'ombre, mais des zones d'ombre qu'il faut apprécier, non pas avec le regard que l'on peut avoir aujourd'hui et la sensibilité contemporaine qui est la nôtre et la culture qui s'est développée avec 2 siècles supplémentaires de philosophie, de sciences sociales, etc. Il faut vraiment se replacer dans l'époque pour pouvoir, et c'est vrai pour tous les faits historiques en général, pour mieux comprendre son épopée et l'ensemble de ses actions. Alors c'est vrai, il a réhabilité l'esclavage après que celui-ci ait été aboli par la Révolution. Il a notamment participé à de très très nombreuses guerres, donc provoqué quelques millions de morts. Et il a également, et ça c'est pas brillant, notamment pas à son actif mais à son passif, d'avoir massacré toute une garnison à Jaffa. À la fin de la campagne d'Égypte, quand il quitte la Syrie, il a une garnison qui refuse de se soumettre et plutôt que de s'encombrer et de s'embarrasser avec tous ces hommes, il les passe par le fil de l'épée et la question est réglée. Donc voilà, c'est vrai que quand on se concentre là-dessus, ça peut sembler être un personnage assez monstrueux, mais il faut surtout pas que notre analyse soit, brouillé par notre regard contemporain. Il faut vraiment regarder tout son héritage, toutes ses réalisations et tout ce qu'il a accompli dans sa globalité. Et le bilan est très très largement positif. Et à défaut de célébrer, on peut au moins commémorer. On peut commémorer bien sûr et célébrer, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qui est le plus fascinant chez cet homme ? Qu'est-ce qui vous, passionné de Napoléon, vous semble le plus passionnant, le plus surprenant ? C'est son parcours, c'est sa trajectoire ? En réalité, ce qui est marquant chez lui, c'est son destin qui est énorme. Son destin est hors norme. Il est arrivé en France jeune immigré à l'âge de 9 ans. Il parlait pas français. Il parlait italien. C'est ça. La Corse. Puisque la Corse est devenue française l'année de sa naissance, en 1769. Donc il a été raillé, moqué et mis un petit peu à l'écart de ses compagnons de classe. Il n'avait absolument pas d'argent. Sa famille, qui était pourtant d'origine noble, enfin de bonne noblesse, était totalement désargentée. Donc rien ne le prédisposait à réussir dans la vie. Pour autant, il a acquis assez vite cette conviction qu'il était promis à un destin extraordinaire. Et donc il a fixé la barre très haut et à la seule force de sa volonté, de ses réalisations, de son génie et de sa persévérance, il s'est construit un destin complètement fou, puisque depuis son arrivée jusqu'au moment où il a pris le pouvoir sur la France à l'âge de 30 ans, à 30 ans, il était le maître de la France. À 35, il était le maître de l'Europe, donc du monde, puisqu'à l'époque, le monde se résumait peu ou prou à l'Europe. Donc c'est cette trajectoire complètement folle. D'ailleurs, quand on lit la vie de Napoléon, c'est un roman qui semble même être... c'est too much. Il y en a tellement, il y a tellement de rebondissements, il y a tellement de faits, il y a tellement comment dire, c'est tellement riche que ça donne le tournis. On le présente souvent et on le représente souvent comme un homme très habile au combat, un grand stratège, etc. C'était aussi un intellectuel, il avait un bagage, un vrai bagage intellectuel, alors que vous l'avez dit, il venait d'une petite ville de Corse, sachant peu parler français. Il s'est aussi forgé une stature intellectuelle. Alors, il était intellectuellement
très, très supérieur à ses contemporains, probablement. C'est vrai que pendant toute son enfance et son adolescence, reclus dans sa solitude, éloigné de sa famille, qui était restée en Corse et avec laquelle il échangeait que par écrit, qu'il a très très peu vu pendant toute son enfance et adolescence. Il s'est complètement réfugié dans la littérature, dans l'histoire, dans la philosophie, notamment Rousseau. Et c'est vrai qu'il a acquis un bagage intellectuel très très riche qui lui a permis par la suite d'être probablement beaucoup plus pointu dans ses réalisations. Alors Napoléon a tracé son chemin dans une période très compliquée de l'histoire de France, au moment de la Révolution. Est-ce qu'on peut dire que c'est un fils de la Révolution ? Est-ce qu'il en a épousé les idées ? Alors, il n'a pas participé à la Révolution du tout. Il a été complètement en marge, puisque pendant la Révolution, il était simple sous-officier. Il était d'ailleurs au service du Directoire. Donc, il n'a pas participé aux différents événements qui ont marqué la Révolution. Sauf par la suite, lorsque, sur les ordres du Directoire, il est allé mater quelques soulèvements, notamment royalistes, et donc il a sauvé la République, ce qui lui a permis de gagner du galon. Mais lorsqu'il est devenu consul, puis premier consul, puis empereur, il a nettoyé la Révolution, c'est-à-dire qu'il l'a débarrassé de la plupart de ses handicaps, et notamment le chaos, le désordre, une économie complètement ravagée, des réseaux routiers endommagés, des conditions sociales dramatiques. Ces 10 ans de Révolution avaient profondément marqué la France, et c'est l'homme providentiel qui a tourner la page de la Révolution sans pour autant abandonner les idées qu'il jugeait intéressantes, et notamment la méritocratie, la capacité pour chacun de réussir, puisqu'il a d'ailleurs été très actif dans cette nécessité que de reconnaître les mérites de tous les individus capables, notamment en instaurant le baccalauréat, la Légion d'honneur, et en encourageant toujours la réussite individuelle. On va revenir sur ce qu'il a laissé, en tout cas une partie de ce qu'il a laissé et qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Mais avant cela, on a rappelé donc cette trajectoire un peu particulière, ce caractère sans doute hors norme. C'était aussi un homme qui avait sans doute beaucoup d'aura, beaucoup il en imposait, comme on dit. Mais est-ce qu'à un moment quand même donné de sa carrière, il n'a pas eu un peu la folie des grandeurs ? Est-ce qu'il n'a pas été un petit peu trop loin ? Alors, il a eu la folie des grandeurs, en effet, à partir des années 1807-1808, donc il était empereur depuis déjà quelques années. Il a perdu un peu pied avec la réalité, il s'est coupé du terrain, il s'est coupé de cette sensibilité qui faisait qu'il était particulièrement pertinent et efficace. Probablement sous l'effet de cour, il était tellement adulé, tellement porté au nu, que l'effet de cour l'a coupé de la plupart des réalités. Et puis surtout, il avait une obsession, il avait plusieurs obsessions. Il avait l'obsession de la pérennité de son œuvre, qui était un véritable problème puisqu'il n'avait pas d'enfant avec Joséphine. Il avait l'obsession de son conflit avec l'Angleterre, qui probablement est l'une des causes qui a causé sa perte. Et donc ces différentes obsessions l'ont conduit en effet à commettre de nombreuses erreurs qui ont participé à son déclin. Voilà. Alors on va peut-être évoquer ce que Napoléon nous laisse. Vous l'avez déjà évoqué, vous avez parlé du baccalauréat, vous avez parlé des distinctions. Il y a aussi le fameux code civil dont on sait qu'il date de cette époque-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont remarquables et qui perdurent encore de cette époque de Napoléon ? Parce qu'on le voit souvent sur les champs de guerre et sur les champs de bataille, mais on n'imagine pas tout le travail qu'il a fait aussi par derrière. Bien sûr. En réalité, lorsqu'il est arrivé en 1799 avec le consulat, qui était un triumvirat, ils étaient 3 consuls, lui était finalement le bras armé de ce fameux coup d'État du 18 Brumaire, c'était le gage militaire de cette petite organisation. Il a pris l'ascendant sur les 2 autres consuls très rapidement, et il a complètement réorganisé, restructuré la France en 2 ans, avec des réformes sociales, politiques, économiques, juridiques d'une ampleur faramineuse, et il a boosté complètement la France grâce à tout un ensemble de choses, de réformes qui aujourd'hui demeurent. On peut parler évidemment du franc qu'il a instauré, on peut parler, vous l'avez dit, la Légion d'honneur, le lycée. Autre héritage un petit peu plus anecdotique, c'est lui qui a instauré la numérotation des rues, et pour une bonne raison, parce qu'il avait un problème de recouvrement de l'impôt, donc il a découvert qu'en numérotant les rues, on facilitait le recouvrement. Il a également fondé la plupart des institutions modernes françaises que l'on connaît encore aujourd'hui, notamment le Sénat qu'il a emprunté à son idole de toujours, Jules César.
Et puis on lui connaît évidemment tout un ensemble de réalisations dans Paris, des ponts, des monuments, l'urbanisme, les arcs de triomphe, la façon en effet de structurer et de rendre beaucoup plus efficace l'organisation humaine. Alors vous l'avez rappelé, hein, c'est l'Angleterre qui quelque part a été à la chute de Napoléon, une île qu'il n'a jamais réussi à conquérir malgré ses nombreuses tentatives. Est-ce que cette rivalité qui existe aujourd'hui entre la France et l'Angleterre, elle date de cette époque ou en tout cas elle s'est aggravée à cette époque ? Elle existait bien avant, puisque finalement la guerre de 100 ans, etc. Non, elle est ancestrale, la rivalité avec la Grande-Bretagne. Mais elle a été exacerbée pendant l'époque napoléonienne, et cette obsession de l'Angleterre dont il a compris qu'il ne parviendrait pas il ne parviendrait pas à soumettre l'Angleterre par les armes, puisque la traversée de la Manche était un véritable problème. La géographie ne lui était pas favorable. Puisque militairement, s'il avait pu trouver un moyen, il avait tout envisagé. Il avait envisagé un tunnel sous la Manche, il avait envisagé de traverser la Manche avec des montgolfières. Enfin bon, il savait que s'il touchait le sol anglais avec ses troupes, il pourrait soumettre l'Angleterre. Mais malheureusement pour lui, l'Angleterre avait la maîtrise des mers. Et ça a été parfaitement démontré à l'occasion de la bataille de Trafalgar, puisque l'amiral Nelson a autre stratège, qui a laissé cette expression du coup Trafalgar dans le langage courant. Malgré son infériorité numérique, a été capable de renverser la situation et de battre sur les mers l'armée franco-espagnole, enfin la marine franco-espagnole. Et donc l'Angleterre était un vrai problème, et comme il a compris qu'il ne pourrait pas la vaincre par la voie militaire, il a tenté d'imposer à l'ensemble de l'Europe, sur lequel il avait le contrôle, un blocus continental qui interdisait à l'ensemble des pays qu'il avait réussi à conquérir l'interdiction de commercer avec l'Angleterre, dont l'économie était déjà à l'époque très fortement dépendante des échanges extérieurs. Et il pensait par ce biais donc affamer les Anglais et les amener à signer une reddition. Ça s'est retourné contre lui. Parce que les pays qui étaient sous le coup du blocus continental étaient également affaiblis par la disparition des échanges avec l'Angleterre, et ça a probablement, même très certainement, nourri cette volonté de revanche qui a ensuite conduit aux différentes coalitions qui ont causé sa perte. Ouais, jusqu'à la bataille de Waterloo et ensuite l'exil. Il était rentré déjà une première fois d'exil. Il pensait de ce deuxième exil pouvoir revenir un jour ? Non. Il l'avait compris très vite ? Oui, quand on voit Sainte-Hélène sur une carte, on comprend tout de suite que le retour n'était pas possible. C'est vraiment une île complètement perdue au milieu de quasiment l'Atlantique inaccessible en plus. C'est totalement inaccessible, c'est à des milliers et des milliers de kilomètres. Les Anglais avaient parfaitement compris après l'île d'Elbe qu'il fallait l'envoyer le plus loin possible pour que jamais il ne puisse revenir, puisqu'il restait un danger. Même mort, beaucoup pensent que la dépouille de Napoléon restait un danger qu'il fallait écarter. Alors, justement, sa mort. Parlons-en rapidement. Divi Bartra, il y a des tas de théories. De quoi est-il mort ? D'un cancer, de mauvais soins ? Il a été empoisonné par son entourage, par les Anglais. Est-ce que le mystère demeure aujourd'hui ? Est-ce que vous avez une théorie ? Le mystère demeure complètement. On ne sait pas d'ailleurs si la dépouille qui est aux Invalides est véritablement celle de Napoléon. Beaucoup pensent que son corps a été substitué par celui de son aide de camp, qui était l'un de ses cousins, qui était corse comme lui. Et donc, en effet, certains disent qu'il est mort d'un cancer de l'estomac comme son père. D'autres pensent que le cyanure qu'il a ingéré juste avant d'abdiquer la première fois, qui était éventé et qu'il portait sur lui depuis la campagne de Russie, a occasionné des dommages qui se sont poursuivis. D'autres sont convaincus qu'il a été empoisonné en effet parce qu'on retrouve dans ses cheveux des traces de mercure. Je pense que tant qu'on n'aura pas la possibilité d'ouvrir le cercueil des invalides pour réaliser des tests, on ne saura pas. Il faut aujourd'hui savoir se repencher sur l'histoire de Napoléon, sur son parcours avec objectivité, ou en tout cas il faut regarder ce qu'il a fait pour comprendre aussi notre monde d'aujourd'hui. Complètement. La compréhension de notre société moderne passe par la compréhension du passé, et pas que Napoléon. Napoléon est vraiment un mastodonte dans l'histoire de France, puisqu'il correspond à cette période charnière de la fin de la royauté, puis la Révolution, puis l'Empire. Et voilà, on l'a dit, l'héritage est très riche, mais il y a toutes les époques de l'histoire de France permettent en effet de mieux comprendre la société française d'aujourd'hui. Il existe une très importante bibliographie pour ceux qui s'intéressent à Napoléon. On peut citer peut-être les livres de Thierry Lenz, le président de la Fondation Napoléon, qui font autorité. Tout à fait. Thierry Lenz, on a également
de nombreux ouvrages de la part de Max Gallo. On a de très beaux ouvrages qui ont été écrits par Dominique de Villepin, qui avait commencé par Les 100 jours. Je conseille vraiment ce petit ouvrage, Les 100 jours, qui est extraordinaire, donc qui raconte l'histoire du départ de l'île d'Elbe à la suite de sa première abdication. Au cours de ce voyage, il va remonter toute la France et va aller à la rencontre des troupes royales qui l'attendent pour le bloquer. Et par la seule force de son charisme, il va retourner les troupes royales pour reprendre le pouvoir à Paris. Enfin, les 100 jours, si on... C'est une porte d'entrée, une bonne porte d'entrée. Une très très bonne porte d'entrée, même si ce n'est pas chronologique. Merci beaucoup, Didier Bartra, d'avoir été avec nous ce matin pour parler de Napoléon. On pourrait rester des heures à en parler. Malheureusement, l'info continue aussi sur Radio Rythme Bleu. Merci beaucoup. Merci Jean-François.